Kennedy. Bonsoir Nathalie, bonsoir Alessandra. Bonsoir Robert. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, du Paris littéraire. Nous nous trouvons donc dans le salon César du Ritz. César du Ritz, voilà. Je ne suis pas un habitué, évidemment, mais voilà. Une première. Mais première fois, oui. Pas la première fois. Et dans quelques instants, donc, il y aura la remise du prix du temps retrouvé 2022, pour lequel vous êtes donc le président du jury. Tout à fait. Et je connais en fait le lauréat, mais ou la lauréate, je ne veux pas dire. Suspense. Très bien. Et pour la suite, donc Alessandra et moi, nous voulions donc vous inviter pour vous poser des questions sur votre parcours et le dernier roman. Alors, la première question, c'est que vous vivez entre plusieurs lieux. Tout à fait. Donc, les États-Unis, Berlin, Paris. Quel est le lieu qui vous inspire le plus pour écrire? Ça, c'est une question un peu dangereuse parce que tout le monde pense immédiatement avec ça. Clairement, je suis très à l'aise à Paris. J'ai maîtrisé la langue avec un petit accent. Je vis ici une moitié de l'année depuis 22 ans. Ich spreche Deutsch auch. Ça, c'est mon héritage familial. Ma mère était allemande juive et franchement, ma grand-mère paternelle était allemande catholique. Donc la couple était en stéréo. Mais Berlin, pour moi, c'est une ville hyper dynamique et aussi culturellement, c'est extraordinaire. Et j'ai acheté un appart là-bas en 2006 quand c'était possible d'acheter un appart à Berlin pour le prix d'une voiture. Donc c'était une très bonne affaire. Et les États-Unis, oui, entre New York et le Maine. New York, c'est ma ville natale. Le Maine, c'est mon échappatoire. Et c'est magnifique là-bas. La vérité, j'ai passé 33 ans en dehors des États-Unis. J'ai fait des visites tout le temps. Mais je n'ai pas vécu aux États-Unis. Après mon divorce en 2011, quelques années après ça, j'ai décidé, c'était le moment juste de revenir. Son pays, c'est comme sa famille, c'est le dispute perpétuel, mais aussi c'est mes racines, en fait, c'est moi-même. Et donc, c'était très important de revenir, mais avec un pied ailleurs. Alors, une autre question, on revient plus donc vers la littérature. Nous posions la question, c'est pour vos traductions. Pour la traduction française, c'est donc, elle s'appelle Royer, Chloé Royer. Chloé Royer, oui. Elle est très jeune aussi. Oui. Elle a commencé comme ma traductrice. On a décidé en fait de changer le traducteur. Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'était nécessaire. Et Chloé a fait un stage aux éditions Belfond. J'ai juste livré en fait la Symphonie du hasard, 1200 pages, et en fait la directrice de traduction lui a donné 2 chapitres et elle lui a dit en fait essayez ça. Et puis on a vu les résultats, c'était extraordinaire et elle est devenue mon traductrice. Elle avait 25 ans à l'époque. Elle a 30 ans en fait, le même âge que mon fils. Mais le truc, j'ai été publié dans 23 langues. Je parle et je lis en français. Clairement, en fait, j'ai un point de vue, mais en même temps, en fait, la vérité, c'est très très difficile d'écrire dans une langue, en dehors de la langue maternelle. Il y a des exceptions. Nabokov, Beckett, Kundera. Et surtout Joseph Conrad. Mais Conrad est arrivé en Angleterre quand il avait en fait 19 ans et il est devenu anglais, très anglais. Et il est devenu un écrivain anglophone. Mais c'est très rare. Et aussi, mes traductrices et je deux, on a besoin de travail. Exact. Et sinon, pour les titres, parce que donc nous avons ici la version américaine, Afraid of Light, édition Penguins Books, et la version donc française, votre éditeur français. Oui, Les hommes ont peur de la lumière. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, pour le titre, est-ce que vous intervenez ou c'était... C'était facile parce que c'est le même titre en français et en anglais. En fait, ça change de temps en temps. En fait, j'ai juste livré en fait un nouveau roman et le titre en anglais c'est Flyover, survol, et on commence à discuter ça. Et c'est une expression très américaine et c'est peut-être très difficile de traduire ça. Certains de mes romans, en fait, c'était exactement la même chose, La poursuite du bonheur.
The Pursuit of Happiness. Mais en fait, L'homme qui voulait vivre sa vie, qui était mon premier grand succès ici en France, est devenu L'homme qui voulait vivre sa vie, en fait. Mais c'était en fait The Big Picture au début. J'ai renversé ça. The Big Picture au début, en fait. Et ça a une signification très différente en anglais. Tout le monde parle de Big Picture tout le temps, en fait. Le truc, en fait, je suis typiquement en fait, le conseil de mon éditrice qui parle avec des gens de vente, des choses comme ça. Mais aussi, elle est brillante, en fait, Caroline Haas, mais aussi, elle connaît le marché. Mais en fait, c'est intéressant, par exemple, en italien, en fait, le Big Picture, en fait, c'était moi d'un photographe. De photographie, ce qui est comme un titre de film de Antonioni ou quelque chose comme j'en suis sûr, j'ai mal prononcé ça. Non, c'est on a un italien à côté. Il faut faire attention. L'autre question est un peu liée, c'est les couvertures. Donc, la version américaine est différente de la version française en termes de couverture. Est-ce que c'est votre choix, les couvertures? Non, à la fin, non, en fait. J'ai eu beaucoup de disputes avec ma maison d'édition, en fait, américaine et aussi anglaise, qui ont fait des couvertures de temps en temps très commerciales. J'aime cette couverture énormément. Et la même chose ici, parce que quelque chose que j'ai écrit au début de l'écriture, l'accent se trouve à Los Angeles. Et j'ai dit des choses noires arrivent à Los Angeles en plein soleil, en fait. Et j'aime le fait que c'est un peu obscur, en fait, les palmarès, en fait, ici aussi, en fait, le fait qu'à Los Angeles aussi, en fait, l'atmosphère est toujours toxique. à cause des voitures. En fait, Oui, je comprends. à cause des ça voitures. fait un peu brumeux. Oui, c'était un brume toxique à Los Angeles. Donc les deux marchent très bien. En fait, je suis content avec les deux. Formidable. Alors, je vais Mais dire c'est rare. Mais j'aime toujours des couvertures en fait de français plus intelligents aussi. J'ai une maison d'édition espagnole qui sont top avec des couvertures aussi. Super. Alors, moi, je vais passer maintenant donc, au roman lui-même. On va parler de Brendal, notre personnage principal, donc le chauffeur Uber. Et je vais lire un passage, on a trouvé ça intéressant. Pour devenir chauffeur Uber, ni entretien d'embauche, ni DRH, ni inspecteur vérifiant notre identité et l'état de la voiture. On télécharge simplement l'application Uber, on remplit le formulaire en ligne, on envoie des photos de notre permis de conduire, de l'attestation du contrôle technique du véhicule lui-même et de la plaque d'immatriculation. Voilà, il y a une série de descriptions qui est assez, donc c'est apparemment, quand on ne le sait pas, on est assez étonné en fait du fonctionnement. Et pour vous, qu'est-ce que représente aujourd'hui ce système? C'est vrai que votre livre, c'est un roman noir et c'est un livre très actuel. Très actuel. Ouais, oui, donc c'est très intéressant de... Oui, j'ai interviewé en fait un chauffeur d'Uber. J'étais à Los Angeles parce que ma fille a gagné une place à CalArts qui était après Julia le meilleur en fait conservatoire de drame aux États-Unis. Et donc tous les 2 mois, j'ai passé quelques jours à Los Angeles pour visiter Amelia. Et je commence d'utiliser des Uber tout le temps parce que je peux écrire pendant des bouchons. B, en fait, c'était moins cher qu'une voiture de location, on peut éviter le parking. Et D, en fait, on peut boire pendant la soirée. Mais je commence, je suis très ouverte et je commence de parler avec beaucoup de chauffeurs d'Uber. Une soirée, une mec, en fait, très costaud, en fait, fin de la cinquantaine, avec un tatouage des marines américaines. Et je dis, mon père était dans les Marines pendant la Deuxième Guerre mondiale. On commence à parler et je lui ai dit, pourquoi Uber? Et il a expliqué qu'il était vendeur pour une entreprise de câbles qui était achetée par une plus grande entreprise qui a licencié 200 personnes comme ça. Après 25 ans de même entreprise, 8 mois de salaire, 1 an de l'assurance médicale. Et hasta la vista, baby. Comme le personnage. Ah oui, tout à fait. Et je lui ai dit, écoutez, en fait, seulement j'ai une idée, en fait. Donnez-moi votre 06 et je vais acheter en fait 2 heures de votre temps demain, 2 heures.
Et en fait, je l'ai appelé et je l'ai interviewé. Et immédiatement, je commence à comprendre le système du gars et le fait que c'est une économie du 19e siècle, c'est horrible. Ce mec bosse 60 heures par semaine pour à peu près l'équivalent de 700 euros. Et ce n'est pas suffisant de vivre. Il est gay aussi, mais il vit dans une caravane. Et immédiatement, une idée commence. Le truc avec des détails comme ça c'est aussi, je vois ça dans, surtout des jeunes écrivains, avec des choses historiques, avec des détails, en fait, techniques de quelque chose. Comment on peut intégrer ça de manière réelle, quand ce n'est pas comme, en fait, et maintenant, on a une leçon, comment on peut devenir chauffeur d'Uber. Ça, c'est très important. Mais ça, c'était le début, en fait, de Brandon. Et puis, j'ai inventé, en fait, sa famille. Et j'ai décidé, au centre de cette histoire, c'est une histoire familiale. Même si au milieu, en fait, franchement, d'une Amérique, en fait, hyper fâchée. On est un pays très fâché. Très fâché. Oui. Alors voilà la suite, c'est la suite, en fait. Comme on disait, c'est très sociétal et très actuel. Donc, on a pris les deux passages qui nous paraissaient... Oui. Et aussi, vous abordez la question de l'avortement, qui est un autre pan important du livre, vu par les libéraux et les conservateurs. Donc, pourquoi cette question est centrale à votre avis? Quand le roman est sorti en France, c'est en Angleterre, en mai en fait, de cette année, tout le monde a dit que c'était juste après la fin de Roe v. Wade, qui était la loi consacrée par la Cour suprême des années 70, pour, en fait, qui a garanti en fait, un avortement fédéral dans tous les États. Ça, c'était le truc. Chaque État, franchement, en fait, des lois, des leçons. Oui. Par exemple, en fait, je vis dans le Maine, en fait. L'herbe est légale dans le Maine. Il y a des dispensaires partout dans l'Alabama, dans le sud, qui est peut-être l'État en fait le plus de Moyen Âge et aussi raciste. On sera condamné par 5 ans, peut-être de plus tard. Donc ça c'est la différence. Roe v. Wade a dit fédéralement l'avortement est légal. Et c'était ciblé à la fin des années 80 par des chrétiens qui ont commencé à avoir un pouvoir immense dans le Parti républicain. Et surtout, c'était Bush Ier. Même si le mec était franchement en fait très wass, mais aussi il commence d'avoir en fait des associations avec les chrétiens. Bush II, en fait, Junior, comme je dis tout le temps, qui était ex-alcoolique. J'ai une hypothèse aussi. Tout le monde pense que maintenant Bush II est pas mal comparé à Trump. Non. C'était en fait un président désastreux. Et aussi, j'ai une hypothèse de Bush II. En fait, j'ai parlé de ça avec un copain qui est maintenant mort, un scénariste très connu à Hollywood. Et il a dit, il est en expression un ivrogne sec, en anglais dry drunk. Quelqu'un qui a arrêté l'alcool mais qui veut un verre tout le temps. Et le truc en fait, Bush Ier et Bush II, franchement, a choisi en fait des juges pour la Cour suprême très conservateurs. Et puis Trump, quelle opportunité pour Trump, 3 juges. Oui. 3 juges. Et ça changeait la majorité. Et la dernière, Madame Coney Barrett, qui est catho extrême. Ça c'est aussi très intéressant, Clarence Thomas, qui était accusé de harcèlement sexuel. Et en fait, il a dit en fait c'est raciste parce qu'il est africain-américain, mais c'était un autre africain-américain qui était condamné pour ça. Il est très catho, en fait, Alito qui est fou, il est catho, Kavanaugh est catho.
Oui, en fait, Connie Barrett est Carter, je pense que John Robertson, le justice suprême, est aussi Carter. Donc, oui, et c'est contre aussi la majorité des Américains, même si dans le Kansas, qui est peut-être un des États les plus conservateurs, même si en fait un groupe a décidé de demander en fait un vote pro ou contre l'avortement, et j'ai pensé que c'est une catastrophe pour nous, pour des gens progressistes. L'avortement a gagné en fait le vote, 65%. Ah oui, oui, et donc ça c'était un moment très intéressant. La vérité maintenant, l'économie est pas très bon. Maintenant, l'inflation est immense. Et aussi la fatigue d'après Covid. Et tout le monde a pensé des élections législatives il y a quelques semaines sera une catastrophe pour Biden et le Parti démocrate. Au contraire, en fait, on a le Sénat pour un deuxième tour. On a perdu en fait le Congrès, mais par 3 votes, c'est rien. C'est rien parce qu'il y a en fait 440 membres de Congrès. C'était très serré. Et c'était 2 choses. C'était contre Trump et contre en fait le Cour suprême et des lois contre l'avortement. C'était 2 groupes qui ont voté dans un bloc. En fait, des jeunes comme mes enfants entre 18 et 30 ans et des femmes. Et des femmes qui ont dit va faire good. En tout cas, c'est merveilleux. Attention, la prononciation. C'est pas mal. Mais ce n'est pas en français. En tout cas, dans le roman, ça a vraiment permis de faire un point sur tout ça et c'était très intéressant en fait, d'avoir. Oui, en fait, ça c'est le truc aussi, parce que franchement, je suis contre l'idée que tout est un western. Il y a des bons gens et des voyous. En fait, ça c'est un point de vue manichéen que je n'aime pas. Et aussi, ce n'est pas nuancé. Et j'espère que je suis un romancier nuancé. Et aussi, en fait, par exemple, quand j'ai écrit La poursuite du bonheur, en fait, j'ai réfléchi tout le temps si j'étais un écrivain, en fait, à la télé, comme en fait, le frère de ma narratrice. Et j'ai une famille à l'époque, et j'étais dénoncé comme un communiste, même si je n'étais pas un communiste comme la plupart des gens, mais j'ai signé, en fait, quelque chose quand j'étais étudiant, pendant les années 30, ou peut-être pour 6 mois, j'étais dans le Parti communiste. Et maintenant, en fait, si je refuse de dénoncer les autres, ma carrière sera détruite. Et soudainement, ce sera impossible, en fait, de payer mes factures, de maintenir une vie familiale, des choses comme ça. C'est difficile à dire ce qu'on va faire, en fait. Et ça m'intéresse, le fait qu'il n'a pas un point, avec des situations comme ça. C'est rare qu'il y ait en fait un point de vue très clair. C'est très gris. La même chose ici, en fait, clairement, en fait, je suis contre, en fait, le Parti républicain, je suis contre, en fait, des chrétiens. En même temps, c'est nuancé dans le livre aussi. C'est assez ouvert. C'est très ouvert. Et on comprend de l'autre côté. J'ai interviewé, parce que j'ai interviewé une doula qui est en fait, ça c'est la deuxième personnage principal dans le roman, Elise, qui est une universitaire qui a fait la retraite. Aussi, elle a vous l'avez rencontrée? Oui, de la côte de l'Est. Mais aussi, en fait, ex-universitaire de la langue et de la littérature française, et qui travaille comme une doula dans une clinique d'avortement. Et par hasard, c'est un de ses clients de Brandon. Et puis des choses arrivent. Je ne vais pas expliquer parce que, oui, quelque chose de très dramatique arrive. Et il devient son chauffeur. Mais
un doula, c'était ma fille qui a proposé cette idée. Elle a une, en fait, une prof à Cal Arts qui était actrice, mais tous les week-ends, elle travaille dans une clinique de développement gratuitement pour être un doula. Un doula, c'est une femme qui est avec une femme qui la réconforte, et qui la arrive rassure. vivement seule. Peut-être parce qu'elle a la honte, ou elle est gênée, ou elle ne peut pas parler de son mec, ou ses parents, etc. etc. Et le doula est là-bas pour en fait d'être à côté de cette femme avant, pendant et après l'avortement. Et aussi, elle peut rester en contact aussi immédiatement, en fait. Les deux idées, en fait, Uber et l'avortement et un doula. Seulement, j'ai une idée pour un roman. Formidable, en tout cas. Voilà, on est dans un des lieux emblématiques de Paris qui était fréquenté par Proust, le Ritz. Oui, et c'est le centenaire. Et Hemingway aussi. Oui, Hemingway aussi avec le bar. Oui. Et c'est le centenaire de Proust cette année. Oui, je sais. Est-ce que c'est l'un de vos auteurs préférés? Sinon, quels sont vos auteurs préférés en France? J'aime bien Proust énormément, en fait. C'est impossible de regarder la littérature du XXe siècle, en fait, sans Proust. Oui, il a changé, en fait, tout. Pour moi, en fait, un écrivain qui est habitué ici et toujours, en fait, bourré ici, c'était Fitzgerald, Scott Fitzgerald. Et Gatsby le Magnifique, pour moi, c'est peut-être le roman américain le plus parfait, phrase par phrase. C'est très clever aussi. C'est 65 000 mots, c'est pas très long. Mais en fait, le rêve américain, qui est franchement le cauchemar américain, est partout. Et notre rapport avec l'argent, et aussi avec un sujet qu'on vit tout le temps. Parce qu'on pense que c'est un problème en anglais, mais la classe aussi, la classe sociale, on n'est absolument pas ça aux États-Unis. C'est vrai. Très. C'est comme ça. Mais la différence, c'est l'argent. Ce n'est pas en fait les racines familiales qui créent la classe. Et franchement, en fait, un autre écrivain qui était habitué ici de temps en temps, c'était Graham Greene, qui est un de mes écrivains préférés. Anglais, très anglais. Et cadeau, mais avec une moralité en fait très flexible. Un grand, en fait, comme moi, très productif aussi. En fait, j'ai juste livré mon 26e roman. Greene a écrit 40 livres pendant sa vie. Il a vécu entre, en fait, Paris et Antibes, et il a voyagé partout. Le truc avec Greene, pour moi, un style très accessible, avec un grand lectorat, mais aussi un romancier hyper sérieux au sujet des inquiétudes modernes. Et quelqu'un qui a changé tout le temps. Il a écrit une des grandes histoires d'amour, en fait, du XXe siècle, à la fin de la liaison, mais aussi, en fait, des polars, comme Bright Rock, aussi, en fait, des romans très politiques, franchement, et aussi avec un grand voyageur. Il a écrit au sujet de Mexique, en fait, de l'Afrique anglophone, en fait, l'Asie. En fait, il était à Vietnam, en fait, pendant les années 50. Oui, c'était vraiment varié, c'est normal. Oui, et en fait, il m'a beaucoup influencé, beaucoup. On le lira. Alors, une dernière question, c'est vraiment d'actualité. On vous a vu dernièrement à la Maison Blanche et en quelque sorte invité comme un Français. Non, on voulait juste avoir votre ressenti spontanément. Oh non, oui, en fait, j'étais hyper honoré d'être invité par le président Macron et le lycée, de voyager à Washington et d'être là-bas pour en fait visiter le président Macron et le président Biden. Pour moi, c'était extraordinaire comme un Américain d'être là-bas avec une délégation française. Ça, c'était magnifique. Et on a continué à la Nouvelle-Orléans aussi.
j'étais en fait, franchement, c'était un moment, j'étais un peu bouleversé par ça. Parce que aussi, honnêtement, j'adore mon pays et j'ai peur de mon pays en même temps. Et Biden, tout le monde avançait tout le temps, il est si vieux, la nuit des morts vivants, des choses comme ça. Le mec est très malin, il est très très malin. Et il a changé le trajet, en fait, des États-Unis d'après les années de 30, en fait. Et j'étais dans un déjeuner de l'appartement de l'État avec Anthony Blinken, qui est le ministre des Affaires étrangères. Et donc, il a passé, en fait, 7 ans de son enfance dans le 15e arrondissement de Paris. Et donc, il parle le français couramment. Vraiment, oui. Tout à fait. Mais aussi un homme élégant, intelligent, avec un point de vue global. Et Madame Harris aussi, la vice-présidente, en fait, que je trouve une femme extraordinaire. Et j'ai parlé avec beaucoup de gens de pouvoir. Pour moi, c'était passionnant parce que je suis en dehors de ça. Je suis un mec qui écrit. Et j'ai une vie, en fait, franchement, très privée. Personne ne connaît pas. Franchement, les détails de ma vie. Et je prends le métro comme tout le monde. Je suis en dehors du pouvoir. Oui. Mais c'est passionnant d'être au milieu de d'abord, ça pour quelques vécu jours. ça, Et Washington, même si, franchement, en fait, c'est une ville des fonctionnaires, mais aussi c'est une ville où le pouvoir, c'est tout. Et ça, c'est le but. Et ça, c'était passionnant. Et puis, en fait, le contraste, en fait, la Nouvelle-Orléans qui est la décadence totale et une ville qui est américaine, mais pas très. Et franchement, un peu comme New York en dehors des États-Unis. Et ça, c'était passionnant aussi. Et c'était un grand honneur. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu Merci. à nos questions. Merci. Alors, on a une petite surprise. Ah, Juste pour vous. oh, merci. Ah, merci. C'est Noël avant l'heure. Merci. Je peux Oui, l'ouvrir. oui. Il y en a deux. Oh, et il y a deux. Oh, mon Dieu. Merci, merci. Je pense. Oui. Ah, magnifique. Mais ça Magnifique. décrit tous les lieux que fréquentait Proust. Super. Comme je sais que Voilà. vous aimez Merci, beaucoup Paris. super. Voilà. Ça, c'est super. Merci. Ça me touche énormément. Et l'autre, c'est un petit clin d'œil. Ok, super. C'est magnifique, en fait. Magnifique. Qui vous accompagnera dans votre quotidien pendant l'écriture, Oh, qui accompagnera. j'adore des chocolats. Voilà, ça accompagnera le café. Le café, toujours, oui. Et je suis Comme vous êtes un grand grand consommateur de café. Voilà. Oui, parce que je suis un ex-fumeur. Oui, Et le tous café les- est l'inspiration. Merci. 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 On a une Merci petite de la faveur semaine. à vous demander, c'est une dédicace pour nos Avec plaisir. deux ouvrages. Avec plaisir. C'est mon fils, le photographe, qui Ah oui, qui a la fait ça. photo, ouais, Oui, très qui a belle. fait ça, Ouais. oui. Beaucoup de talent. Il est qui, oui. Non. Ah, finalement. Alors c'est Non, moins, c'est ça. moins beau, mais j'ai celui-ci. Oui. Si jamais il y a besoin. Oui, il y a aussi celui-ci. Oui, il fallait celui-ci même aussi. Ça m'énerve. Non, ça recommence. Il faut que je change, en fait. Ah. Aujourd'hui, c'est le 7. Le 7. Ça marche maintenant, ça. Ah, ça remarche. Désolé pour ça. Merci. Merci.
ça se termine d'ailleurs comme Oui, ça, le livre. absolument, c'est le clin d'œil. Oui. La peur est partout. Il faut lire. On va pas dévoiler. Non, on ne dévoile pas la fin. Voilà, donc lisez Afraid of Light, Penguin Books. Chez Belfond, Voilà. Les hommes ont peur de la lumière. Et merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. C'est fait, merci beaucoup. Je suis très touché. Ah, mais le sac est pour vous en fait. J'ai enlevé ça. Ah oui, c'est le pari C'est le littéraire. pari littéraire. Ah oui, ok, ben ouais. Je vais mettre ça dans oui, je vais mettre ça. C'est les deux sens, Paris et Paris. Et pareil, Voilà. Merci, merci. Merci.